BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Demain sera présenté donc ce fameux budget 2025. Et pour l'instant, c'est un peu le chamboule-tout, la foire aux idées. Bonsoir Pierre-André Chalindar. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'Institut de l'entreprise, vous êtes coprésident de la Fabrique de l'industrie et donc président d'honneur bien sûr de Saint-Gobain. Pierre-André Chalindar, je disais c'est un peu la foire aux idées, la foire aux propositions. Est-ce qu'on n'est pas tombé un peu dans une spirale infernale? Est-ce que vous ne trouvez pas que ce soir, en tous les cas, on commence à rentrer dans une période quand même un peu difficile pour la France, pour Michel Barnier, bien sûr, mais aussi pour l'économie française? Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, la première chose qui me frappe, c'est l'ampleur du dérapage des comptes publics depuis un an. Je n'ai pas le souvenir d'un dérapage. On passait d'un déficit de 4,4%, maintenant on est au-delà de 6%. Je crois que c'est très grave parce que ça donne le sentiment d'une perte de contrôle. Et alors c'est vrai que pendant un certain nombre de mois, on s'est occupé autre chose que de la réalité. On a les élections législatives, les élections européennes, on a parlé de tout sauf d'économie. L'entreprise, d'ailleurs, puisque c'est la cause que je défends, était complètement absente de tous ces débats. Et puis là, tout d'un coup, on a un retour sur Terre. Et j'allais dire, le nouveau Premier ministre, il n'a pas une tâche facile. Alors, la première chose qu'il a faite, c'est de dire la vérité. Je crois que c'est important. Après, comment on redresse cette situation? C'est là qu'il y a le débat. Je pense d'abord que le calibrage me paraît relativement global, me paraît relativement bon. Il ne faut pas faire trop, parce que si on fait trop, on va apporter des coups à la croissance. Et par contre, alors ce qui manque, mais je ne sais pas si politiquement il peut, ce serait un cadre pluriannuel, en fait, parce qu'il faudrait faire ce qu'on va faire là pendant plusieurs années. Oui, en même temps, il n'a que 15 jours pour faire ce budget 2025, peut-être voilà. Que ça viendra après. Voilà. Alors, si on regarde maintenant l'équilibre dans ce qui est le budget, quand on regarde la situation de la France par rapport à beaucoup d'autres pays, la caractéristique principale, c'est qu'on a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé, oui. Et on a... donc ça veut dire qu'il faut faire très attention d'augmenter les impôts. On va y revenir, bien sûr. Et deuxièmement, on a un taux de dépenses publiques qui est le plus élevé aussi. Et là, par contre, quand on compare, le gouverneur de la Banque de France le fait récemment, le niveau de dépenses publiques et ce que les Français ont pour cette dépense publique, on voit bien qu'on n'est pas les meilleurs en termes d'efficacité de la dépense publique. Donc il y a quand même des marges de manœuvre, mais ça suppose à la fois un travail de fourmi et puis quelques réformes un peu de fond. Alors il faut des réformes de fond. Tout à l'heure, l'ancien Premier ministre, Gabriel Attal, a tenu une conférence de presse à l'Assemblée et il a dit, attention, il y a trop d'impôts, pas assez de réformes. Oui, écoutez, je comprends pas pourquoi il a supprimé ce décret sur l'assurance chômage qui allait rapporter assez rapidement de l'argent. C'est lui qui l'a arrêté. Bon. C'est pas lui, je crois que c'est le président de la République, cela dit, mais bon. C'est son gouvernement, oui. Bon, donc je comprends pas très bien. Après moi, si vous voulez, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'essayer, dans cette situation très difficile, de trouver les bons compromis. Et qui ne soit pas inspiré par, alors je ne suis pas un homme politique, mais par ce que je trouve aujourd'hui un peu des tactiques politiciennes qui me semblent déplacées vu la situation difficile de la France. Oui, voilà, donc je suis... Vous les renvoyez dans leur but en leur disant « vous auriez dû les faire avant ». Il y a un certain nombre de choses oui, pourquoi on ne l'a pas fait, quoi. Et surtout... Et donc je pense qu'aujourd'hui, la priorité... c'est d'aider le Premier ministre. Il y a une responsabilité. Qui a une situation difficile puisqu'il n'a pas la majorité du tout, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'Assemblée nationale. Donc faire des réformes de fond quand on est dans une situation comme celle-là, c'est très difficile. Alors il peut avoir un atout. C'est, je pense que les Français ont pris conscience de la gravité de la situation. Oui, il y a un sondage qui le montre. Et que je pense que les Français, ils en veulent à la classe politique en ce moment.
Bon. Enfin, j'ai l'impression. Et donc, je pense qu'ils ont plutôt envie que le gouvernement arrive à faire des choses. Donc, globalement, j'ai l'impression que ça. Et vous dénoncez cette gesticulation politique. Les entreprises, globalement, elles sont dans cette situation, dans cet état d'esprit. Alors justement, on va parler des entreprises, après tout. C'est pour ça que vous êtes là, Pierre-André Chalendar. Une question d'abord. Est-ce que ça pèse, cette instabilité politique? On le voit, on l'a vu sur les dépenses publiques, le fait que pendant 9 mois, il n'y avait plus de capitaine à bord du bateau France, du coup 100 milliards de dérive du déficit public. Et puis on voit la consommation, là, 4e trimestre, ça commence à mollir. On voit que les entreprises appuient sur le frein, question investissement, question embauche. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous Oui, dites... c'est pas bon, si vous voulez. Les entreprises, elles ont besoin de visibilité. Ouais. Elles ont besoin de savoir quel est leur cadre, leur environnement, quel est leur cadre réglementaire. Et quand il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de lisibilité, on a tendance à attendre un peu. De savoir comment ça va se passer. Mais vous avez des remontées comme ça à l'Institut de l'entreprise, à Saint-Gobain, à la Fabrique de l'industrie. Là, vous êtes vraiment... Ce qu'on voit, c'est que l'industrie, depuis 2-3 mois, l'activité industrielle marque un petit peu le pas. Alors c'est compensé parce que les services vont pas trop mal, donc globalement le taux de croissance en France, et puis on est dans un climat européen qui est pas très très bon. Regardez l'Allemagne, qui est quand même importante pour nous, va beaucoup plus mal pour d'autres raisons qui sont pas du tout les mêmes. Mais donc ça c'est pas très bon. Donc je pense que globalement le climat depuis 2-3 mois est plutôt des affaires est plutôt un peu moins bon que ce qu'il était il y a 6 mois. Alors justement, est-ce que vous pensez, donc on connaît grosso modo, ce soir en tous les cas, 60 milliards, oui. Vous dites c'est à peu près calibré, il ne faut pas faire plus, 40 milliards d'économies. Pas plus cette année. Il faudrait que ce soit inscrit dans la durée qu'on va faire ça plusieurs années dessus. Oui, à mon avis, une loi pluriannuelle. 40 milliards d'économies, 20 milliards de hausse d'impôts. À mon avis, ça sera quand même beaucoup plus. En tous les cas, 20 milliards pour les super riches et puis pour les entreprises, avec une augmentation du taux de l'IS, avec une surtaxe, 1 milliard, 3 milliards. On n'en connaît pas les modalités. Peut-être que vous les connaissez plus que moi. Moi, je pense que c'est pas bon d'augmenter les impôts, compte tenu de ce que j'ai dit sur le taux de prélèvement obligatoire. Après, à niveau d'impôt, on peut faire des ajustements. Mais aujourd'hui, c'est vrai que dans ces 60 milliards, de ce que je connais, et on ne sait pas beaucoup de choses encore, j'ai le sentiment que, si vous voulez, les 20 milliards d'impôts, c'est assez documenté, c'est assez précis. Ça va l'être très vite, oui. On le saura demain probablement. Et les dépenses, c'est très flou. Et donc c'est à mon avis un sujet, parce que on a besoin de réformes importantes de la dépense. On peut comprendre qu'on dise tout le monde doit participer, mais oui. Mais si on fait on met des hausses d'impôts, et que de l'autre côté on n'a pas de baisse des dépenses documentées avec des vraies réformes, je pense que c'est très grave. Oui, très grave, c'est important ce que vous dites. 20 milliards de hausse d'impôts, à condition que ça soit temporaire, ce à quoi s'est engagé le Premier ministre. Vous n'y croyez pas, comme beaucoup de gens, on est en France, enfin il s'est engagé. Mais c'est déjà beaucoup, ça. Moi je pense que c'est 20 milliards, vous pensez que après, les entreprises... pas le détail, mais 20 milliards pour les grandes entreprises, grosso modo, est-ce que vous pensez que c'est tenable? 20 milliards uniquement pour les entreprises, c'est beaucoup trop. Quand je pense que les entreprises aujourd'hui, si vous voulez, elles sont dans une situation fragile, les entreprises françaises. Elles sont dans une situation fragile, globalement. Quand on regarde... Donc les résultats, alors dans les médias, on parle souvent des résultats mirobolants des grandes entreprises, du CAC 40. Ces résultats, ils ne sont pas faits en France pour l'essentiel. Donc la situation, le site France est dans une situation difficile. Donc il y a eu une série de mesures qui ont été positives dans les autres derniers. Je pense qu'il faut faire très très attention. Okay. Il faut faire très très attention. Donc vous n'êtes pas sur la même ligne que le président du MEDEF, Patrick Martin, qui dit écoutez, voilà, il y a un effort. Non, il ne dit pas le contraire de ce que je dis. Lui, il dit c'est possible. Il dit si c'est. Non, voilà. Il faut écouter tout ce qu'il dit aussi. Oui, mais on a écouté, vous inquiétez pas. Il dit qu'il faut un effort plus important sur les dépenses, et plus documenté et plus sérieux. Oui, mais ça sera le fameux 40 milliards. Et moi, je ne suis pas convaincu de ce que j'ai entendu, mais du sérieux des 40 milliards. En même temps, il faut un effort de solidarité. Comment vous faites pour redresser les comptes de la France? C'est pour ça que je pense que certaines mesures pourront, in fine, mais
commencer par décréter qu'on va faire 20 milliards et 40 milliards, ça ne me paraît pas la bonne approche. Alors, il y a aussi un point qui est important, c'est que la question de savoir s'il faut toucher ou pas aux allègements de charges. Oui. Exonération des allègements de charges, parce que ça coûte quand même 75 milliards. Alors, donc, et après, on reviendra sur le problème des aides, enfin, problème, j'en sais rien, mais des aides aux entreprises, c'est quand même à peu près 130... Pourquoi est-ce qu'il y a des allègements de charges ? Parce que les charges qui pèsent sur le travail, et donc sur les entreprises, et sur le travail, le coût du travail en France est pénalisé de façon très importante par rapport aux autres pays. Et donc, on a progressivement... Mais parce qu'on a une retraite par répartition... Et le problème, c'est que, sur ce sujet d'allègement de charges, parce que le sujet, c'est à quel niveau on va les mettre. Et le débat, il est venu de ce qu'on peut appeler la trappe sur les bas salaires, ou ce que certains ministres appelaient la désmicardisation. Quel est le sujet à l'origine ? C'est qu'il y a quelques années, on a voulu faire ces allègements de charges, mais on a fait des allègements de charges en utilisant un seul outil pour travailler sur deux sujets. Parce qu'il y a deux raisons pour lesquelles on peut faire des allègements de charges. Un, pour l'emploi, et deux, pour la compétitivité. Et on a fait un peu les deux à la fois. Oui, c'est vrai. Et donc ça a été un peu bâtard. Alors que Louis Gallois, qui travaille avec moi à la fabrique de l'industrie, oui, parce que vous représentez les industriels. Bien, oui, mais nous, ce qu'on dit, c'est que là où c'est le plus important en termes de compétitivité, c'est plutôt quand on est entre 2 et 4 fois, ou 2,5 et 4 fois, il y a, ne pas être trop précis, le SMIC. Parce que c'est là qu'il y a les salaires sur lesquels le coût du travail par rapport aux pays voisins, c'est là qu'on a le plus gros handicap. Mais ça, c'est un sujet de compétitivité. Aujourd'hui, et donc si on changeait un petit peu la pente et qu'on faisait bénéficier plus d'allègements de charges, un peu plus haut dans le SMIC, quitte à réduire un petit peu en bas, ce ne serait pas forcément idiot. Mais en même temps, vous avez peut-être lu ce rapport donc, qui vient d'être mis, Bozio-Vamsa. Il ne dit pas le contraire de ce que je dis. Oui, non, mais il dit quand même, ces exonérations de charges, elles ont été mises dans les années 90. C'était un moment où le chômage était très élevé et où le coût du salaire minimum était particulièrement élevé. Là, on est dans un schéma complètement différent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je vous dis que je pense qu'il y a moins de sujets d'emploi, donc la partie emploi est moins importante, la partie compétitivité, elle est majeure. Oui, mais on peut quand même... Et la partie compétitivité, elle joue un peu plus sur là où il n'y a pas d'allègement de charges, qui sont les salaires intermédiaires. Donc vous dites quoi là ? Moi, ce que je dis, c'est que si on transfère une partie des allègements de charges sur les salaires juste au-dessus du SMIC, et qu'on réduit un peu là, et qu'on en met un peu plus sur les salaires intermédiaires, on travaillera pour la compétitivité. Et donc ça, c'est un point et pour important. Parce que c'est l'industrie qui est la plus consommatrice de ces salaires-là. Oui, tout à fait. Juste un point quand même qui est... Il y a quoi ? Les aides aux entreprises, c'est à peu près 130 milliards. Mais les aides aux entreprises... Alors attendez, je finis ma question, pardon, Pierre-André Tchanadar. 130 milliards... Est-ce qu'il ne faut pas, alors on ne dit pas forcément toutes les supprimer, mais est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait une conditionnalité ? C'est-à-dire que même sur l'impôt, le crédit impôt recherche, c'est très utile, c'est formidable, c'est très bien. D'abord, il y a des abus, tout le monde est clair là-dessus. Et puis deux, est-ce qu'il ne faut pas, je ne sais pas, quand on voit que Sanofi emploie beaucoup le crédit impôt recherche, mais met ses chercheurs aux États-Unis, est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait quand même un rapport, une conditionnalité, quoi ? Mais je pense que si vous voulez, d'abord, le crédit impôt recherche et toutes ces aides aux entreprises, en général, c'est d'essayer de compenser par des mesures spécifiques un système global qui ne va pas. Oui. Bon. Oui. Et le système global qui ne va pas aujourd'hui, c'est qu'on fait peser sur les entreprises des charges qui relèvent, pour certaines d'entre elles, de la solidarité nationale. Donc, ça, il faut pas garder ça. Il faut garder ça en tête. Oui, au contraire, il faut le garder en tête. Oui. Et donc, je pense qu'il faudra faire des réformes beaucoup plus importantes sur ces sujets-là. Ouais. Mais pourquoi Et donc le crédit d'impôt recherche, en fait, c'est exempter les chercheurs du problème de charge qu'on a sur d'autres sujets. Ouais. Et donc faire que avoir des chercheurs en France, ce soit compétitif. Bon, alors après, qu'on regarde ce qui se passe à tel endroit ou tel autre, mais le fait que si vous voulez, ça coûte de l'argent, c'est aussi que ça marche. C'est aussi qu'il y en avait besoin. Ouais. Alors j'imagine que vous avez entendu le discours de politique générale de Michel Barnier. Il a dit il y a deux dettes. On a deux dettes, la dette financière et la dette écologique. Il se revendique, et c'est vrai qu'il a été un des premiers à être écologique.
Vous aussi, vous avez, lorsque notamment vous étiez à la tête de Saint-Gobain, vous êtes très engagé justement sur cette transition écologique. Mais là, quand on regarde un peu aujourd'hui, quand on voit la remise en cause du fonds vert, vous savez ce fonds qui permet aux collectivités locales de se transformer, justement, de s'adapter à cette transition écologique et à ce risque climatique qui risque d'être un peu coupé. Est-ce que vous aussi vous dites, attention, on voit que les ambitions sont revues à la baisse. C'est vrai en France, c'est vrai au niveau européen, c'est vrai en Allemagne, donc un peu partout. Alors, il y a une bonne nouvelle sur tout ça, c'est quand même que l'essentiel de l'effort concret, il est fait dans les entreprises. Ouais. Et que les entreprises, elles n'ont pas changé. Hein, je regardais ce matin une étude de la London School of Economics qui dit qu'aujourd'hui, si vous prenez les grandes entreprises mondiales, il y en a 30% qui ont un plan climat qui est aligné sur les accords de Paris. 30%, il y en avait 7% en 2020. Ok, ça c'est déjà une bonne nouvelle. En Europe, il y en a 66%, les 2 tiers. Bon. Et moi, je pense que les grandes entreprises, et les entreprises en général, elles sont passées à l'action dans le domaine de la décarbonation, parce qu'elles y voient des opportunités, parce que leurs salariés le demandent, parce que leurs actionnaires, surtout en Europe, le demandent aussi. Et donc les entreprises, elles sont à l'action. Le risque, c'est effectivement que les pouvoirs publics, qui ont eu des politiques qui n'étaient pas toujours cohérentes, revoient ça à la baisse. Alors qu'il ne faut pas revoir à la baisse, il faut simplement le revoir, être plus cohérent. Mais le risque, il est avéré, le risque, non? Oui, mais c'est ce que dit. Oui, parce que si vous voulez, quand vous faites des choses pas cohérentes, vous avez les gilets jaunes, ou vous avez des mouvements populistes. Mais il faut lire de ce point de vue-là, c'est très intéressant ce que dit le rapport Draghi là-dessus. Il dit à peu près la même chose que ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire qu'il faut que la politique climatique, elle soit conçue de façon cohérente avec la politique économique et avec la politique de compétitivité de l'Europe. Parce que le risque, c'est que l'Europe perde sa compétitivité et perde en fait même les industries vertes, avec une politique climatique qui est pas toujours bien conçue. Donc il faut mettre de la cohérence là-dedans. À propos de cohérence ou d'incohérence, je ne sais pas, je vous laisse choisir. Taxe sur l'électricité, là on y est d'accord. Donc taxe sur l'électricité, on va voir comment ça va. La cohérence... Alors, je ne me prononce pas sur cette mesure en particulier, parce qu'en fait, cette mesure, elle vient compenser une réduction qui a été faite et qui a probablement été mal faite il y a 2-3 ans. Donc, parce que les prix de l'électricité vont baisser et ils avaient monté, donc on avait baissé la taxe et là, ils vont baisser, donc on va monter la taxe pour les ménages. Mais je crois que le sujet de fond qu'on n'a pas bien fait en Europe, c'est qu'il faut que la taxation de l'énergie, qui est très importante, et c'est pas forcément une mauvaise chose que l'énergie soit taxée, parce que ça pousse à faire des économies d'énergie, elle soit cohérente sur le plan climatique. Et en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait taxer moins l'énergie décarbonée que l'énergie carbonée. Et bien, c'est pas toujours ce qu'on fait. Ça, on peut l'observer. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Si vous voulez, dernier mois, la France a un atout dans cette situation très grave, très difficile. Elle a un atout par rapport aux autres pays d'Europe, et c'est son électricité décarbonée pour l'essentiel. Le nucléaire et le renouvelable. Et donc, alors moi, ce qui est important pour moi, c'est d'en faire bénéficier les industriels. C'est pour ça que je ne me prononce pas trop sur cette taxe, j'attends de voir exactement. Voilà, et pour l'instant, on voit que ça coince en tous les cas. Merci beaucoup, Pierre-André de Chalendar, dont je rappelle que vous êtes président de l'Institut de l'entreprise et coprésident de la Fabrique de l'industrie, et donc président d'honneur Saint-Gobain. Et vous dites non aux hausses d'impôts. On a compris le message.